Je ne vous présente pas nos intervenants, je vais le faire rapidement quand même. Valérie Rabault, qui est socialiste et apparenté, qui est secrétaire de la Commission des Finances. Éric Woerth, qui est bien sûr Les Républicains et président de la Commission des Finances. Et Amélie de Montchalin, bien sûr La République En Marche, membre également de cette Commission des Finances. Et puis Monsieur Barrot, Jean-Noël Barrot, Mouvement démocrate, qui est vice-président de cette commission. Donc d'éminents parlementaires qui sont très au fait des questions que nous avons traitées. J'en profite pour vraiment féliciter les auteurs de ce travail. C'était très intéressant et c'est vraiment formidable que des universitaires de ce niveau se saisissent de ces questions publiques. J'espère que les élus et les journalistes vont le faire à votre suite. Je me permets de faire, comme dans les séries télé, un petit previously, ce qu'on a appris aujourd'hui, puisqu'il y avait 3 parties. Donc une partie sur le cadrage macroéconomique, où au fond, les travaux des modèles du CEPREMAP rejoignent les estimations du gouvernement pour 2018 et 2019. En revanche, s'en écartent pour les années 2020 à 2022, notamment sur la prévision de croissance qui leur semble trop supérieure à la croissance potentielle. Et on a ensuite examiné l'impact des budgets 2018-2019 sur les ménages. Là aussi, partie passionnante. Je résume, il y avait énormément de choses, mais en gros, quand on prend les centiles des revenus français, impact négatif sur les 20 premiers centiles des mesures 2018-2019, c'est-à-dire que les revenus les plus modestes perdent environ 1%, impact positif sur une large classe moyenne de 20 à 80, et puis à nouveau négatif pour 80 à 99, mais en revanche, le 1%, le top, lui, profite de ces mesures à hauteur de 2%. Et quand on raffine et qu'on divise les revenus à nouveau par 100 les revenus du premier centile, eh bien on voit que le bénéfice se concentre dans le premier millime, c'est-à-dire avec des gains qui sont très substantiels puisqu'on arrive, si ma mémoire est bonne, à plus 18%. Ensuite, nous avons terminé par l'impact du budget sur les entreprises, où là, au fond, après une évaluation du CICE qui était assez mitigée, nos universitaires nous ont dit qu'il y avait plusieurs scénarios, mais qu'ils privilégiaient, c'est ce que j'ai compris au moins, celui selon lequel la réduction de charges serait un peu plus utile en termes de création d'emplois, justement après les effets mitigés du CICE. Peut-être on pourrait commencer ce tour de table par quelques mots de diagnostic de chacun d'entre vous sur ce budget. Valérie, en commençant par vous, si vous le voulez bien. Vraiment très bref pour lancer le débat, et puis on ira ensuite dans le sillage des travaux qui nous ont été présentés. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors, quelques mots très brefs sur ce budget 2019. Nous, la manière, quand je dis nous, c'est le groupe socialiste et apparenté avec nos collègues sénateurs. Donc nous avons fait un contre-budget l'an dernier, nous en présentons un la semaine prochaine qui a été décalé du fait du remaniement tant attendu et peut-être un jour qui arrivera, je ne sais pas. Toujours est-il que nous nous posons 2 questions, c'est-à-dire 2 fils rouges. Premier fil rouge, comment un budget soutient-il la croissance? Deuxièmement, comment réduit-il les inégalités? Alors je crois que vous y avez répondu sur la première partie. Vous avez vu que les 20% des Français les moins aisés sont perdants aux mesures 2018 et 2019, que ça se retrouve sur la taxe. Moi, je suis une très très remontée contre la taxe sur les carburants qui frappe les territoires ruraux, donc ça, et qui frappe tous ceux qui n'ont pas de transport en commun. Donc ça, c'est quelque chose qui, en termes d'impact territorial, est extrêmement fort. Donc vous y avez répondu sur la distribution, c'est-à-dire que vous renforcez, et je conclus là-dessus, vous renforcez les inégalités qui peuvent exister. Deuxième volet, est-ce que ces budgets soutiennent ou pas la reprise économique? On a déjà eu la réponse, puisqu'on a vu que la croissance était en train de décrocher, la croissance française, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de carburant. L'économie fonctionne avec du carburant, et le carburant, c'est aussi l'investissement. Merci. Amélie de Montchalin. Le reproche implicite de Valérie Rabault, et au fond qui était en partie soutenu par les travaux qui nous ont été présentés, c'est justement, ça n'œuvre pas assez, ce budget, contre les inégalités. Alors merci d'abord de cette initiative. Un budget tout seul, je pense, ne peut pas résumer un objectif d'un quinquennat, d'abord. Et puis ce budget, il faut bien le voir comme l'an 2 d'un budget sur 5 ans qu'on a voté l'an dernier et qui est prévu de se dérouler donc sur 5 ans.
Notre lecture, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien de possible en France si on ne fait pas augmenter le taux d'emploi. Vous verrez les chiffres de l'INSEE, il est à 65,8 dans les dernières publications trimestrielles. C'est le plus haut depuis 1980. Mais notre combat pour résoudre tous les défis français, que ce soit celui des retraites, on en parle beaucoup, de l'assurance maladie, de l'insertion, de faire enfin diminuer notre taux de pauvreté, il faut qu'on arrive à faire augmenter le taux d'emploi. Et notre lutte contre les inégalités, c'est de donner le plus d'accès possible à un travail rémunérateur à de plus en plus de Français. Notre lecture, c'est que quand on diminue les charges sur le travail pour les faire passer sur la CSG, c'est une façon de rendre plus compétitif le travail et effectivement de mieux répartir le financement de la protection sociale. Quand on réduit les charges sociales sur les heures supplémentaires et que les infirmières et tous ceux qui travaillent aujourd'hui avec une croissance qui est plutôt dynamique dans un certain nombre de secteurs gagnent 10% de plus par heure supplémentaire, on donne un accès au travail. La prime d'activité va dans ce sens-là. Tout ce qu'on fait sur la formation, il y a les budgets qui augmentent le plus, c'est l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche et les compétences, la formation professionnelle. Donc notre combat contre les inégalités, c'est un combat que j'allais dire structurel, qui n'est pas qu'un combat monétaire, parce qu'on a l'impression que on peut avoir une fuite en avant monétaire pour combattre les inégalités ex post, et notre politique, c'est plutôt d'arriver avec des politiques qui ne sont pas des politiques du coup qui peuvent se lire en 6 mois, 9 mois ou 12 mois, mais qui vont à la racine des inégalités, que sont les compétences, l'accès au travail, l'insertion, l'éducation, et puis plus largement, de redonner un gain net de pouvoir d'achat à tous ceux qui travaillent. C'est une politique qui, effectivement, je pense qu'il faut la lire dans son ensemble, de sa globalité. C'est le premier acte, au fond, justement du quinquennat. Au fond, je viens de Normandie, qui est un ministre que j'aime bien, dit toujours quel problème cherchons-nous à résoudre et comment on va assez profondément dans la nature du problème pour trouver une solution. C'est ça qu'on essaie de faire. Jean-Noël Barrot, vous, votre lecture de ce budget. Je vais sans doute reprendre certains des éléments qui ont été avancés par Amélie. D'abord, merci beaucoup de cette invitation et très heureux de pouvoir parler de ce budget et aussi d'évaluation à cette occasion. Effectivement, la traduction des choix politiques qui ont été portés pendant les élections présidentielles législatives, revaloriser le travail, et donc on bascule, je dirais, la protection sociale vers la CSG, qui a une base plus large et qui notamment va venir prélever une partie des personnes qui ne sont pas actives et des retraités. On l'entend suffisamment souvent. Et puis l'autre, et le capital, et puis l'autre, je dirais l'autre engagement fort, c'est celui d'engager le pays, mais aussi la fiscalité vers la transition énergétique. Et donc parmi les prélèvements qui augmentent le plus, il y a évidemment la fiscalité énergétique et écologique, et qui pèse évidemment de manière assez large, et peut-être parfois de manière pas forcément progressive sur les ménages. Et je reprendrai aussi l'idée qu'a développée Amélie. Effectivement, il y a la question de la correction des inégalités par l'impôt. Et là, on peut examiner, il faudra qu'on continue d'examiner la capacité qu'a notre système fiscal à le faire. Il y a un débat qui est un petit peu latent, même si on n'a pas souhaité l'ouvrir, qui est celui de la fiscalité des transmissions. Mais peut-être dans les années qui viennent, aurons-nous la possibilité d'ouvrir ce débat-là. Je veux juste dire qu'une des raisons pour lesquelles ce débat n'est pas ouvert, c'est précisément parce que certaines, je dirais, catégories de la population ont déjà été assez fortement mises à contribution. Et on parle souvent des retraités. Je sais qu'il y a, enfin, on est à l'école d'économie de Paris, on sait qu'en comparaison internationale, le niveau de vie relatif des actifs et des inactifs, en tout cas des retraités et des actifs en France, est plus important, enfin le delta est plus important qu'il est ailleurs. Et aujourd'hui, il y a un effort qui a été demandé, et donc sur la fiscalité des transmissions, je dirais que politiquement, ce qui a été décidé, c'est plutôt de remettre ce sujet à plus tard, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer à y réfléchir et avoir une réflexion dans ce sens-là. Avant d'entendre Eric Woerth, une question pour l'un ou l'autre de vous, justement quand on parle d'inégalité et de l'instrument fiscal. L'une des choses qui était apparente dans les éléments qui nous ont été présentés tout à l'heure, c'est les effets sur les retraités. Et on voit que les effets sont massivement négatifs, sauf sur 3 centiles. Le 10e, le 11e, grâce à la revalorisation des minima sociaux, et le tout dernier, grâce à la suppression de l'ISF. Est-ce que, au fond, paraphrasant Daniel Cohen, qui posait cette question au Premier ministre publiquement il n'y a pas longtemps, on ne peut pas vous reprocher d'avoir financé
la suppression de l'ISF au profit du dernier centile en augmentant la CSG sur la totalité des retraités. Je vais terminer ce que je disais juste avant sur les inégalités en disant effectivement que pour vraiment prendre toute la mesure de ce qui est fait pour lutter contre les inégalités, il faut aussi prendre en compte les crédits budgétaires et notamment en ce qui concerne l'investissement dans l'éducation. Le dédoublement des classes en zone REP+, va avoir un effet. D'ailleurs, les premières évaluations dont on dispose permettent de le laisser penser. Il faudra laisser un petit peu de temps, mais elles auront un effet sur les inégalités à terme. De la même manière, sur la question des retraités, il y a un effort qui est engagé sur le zéro reste à charge et pour les dépenses de santé et sur le système de soins en général. Et là aussi, il faut vraiment mettre en regard ce qui se passe sur le plan fiscal et ce qui se passe sur le plan budgétaire pour avoir une vision d'ensemble. Je voudrais qu'on se limite au plan fiscal. Ma question concernait le plan fiscal. Justement, alors, là-dessus, je vais faire un lien avec le sujet de l'évaluation en général. Toute la difficulté qu'on a quand on est dans notre position, c'est que d'ailleurs, tous les propositions, les articles du gouvernement, la vision est complètement segmentée et parcellisée. Et donc, vous observez des mesures avec un impact, si vous écoutez la Cour des comptes, purement statique. Ça coûte tant, il y a tant de bénéficiaires, il y a tant de contribuables, sans avoir jamais de bouclage économique. Et donc, quand effectivement... Je ne suis pas sûr qu'on puisse reprocher au travail qui a été fait de pas avoir le bouclage économique. Mais c'est pour vous dire que c'est bien parce qu'on est là devant vous et parce qu'on a très envie d'arriver à avoir une vision macro qui ne soit pas une vision statique et qui ne soit pas une vision purement comptable, que votre question qui est de dire regardons uniquement le plan fiscal, pour moi sur les retraités, en 2018 s'applique une mesure qui a été votée par le précédent gouvernement et que nous avons conservée sur l'accès des retraités au crédit d'impôt pour les services à domicile. Jusqu'à maintenant, il y avait une inégalité flagrante. Quand vous étiez un ménage actif, vous pouviez avoir des crédits d'impôt sur l'emploi à domicile. Quand vous étiez un retraité, c'était uniquement une réduction d'impôt. Quand vous passez d'une réduction d'impôt à un crédit d'impôt, ça touche du coup, ça fait une différence pour les ménages les plus modestes, les retraités les plus modestes. C'est 2 milliards d'euros qu'on a mis dans le système. Ces 2 milliards d'euros-là, je veux dire, on n'en parle jamais. On ne les a pas vus. Sauf que quand vous payez votre femme de ménage ou votre personne d'aide à domicile 15 euros net au lieu de 30 euros, eh bien, les 15 euros dont on parle, c'est les fameux mêmes 15 euros dont tout le monde nous dit qu'on ne va pas les revaloriser parce qu'il y a la hausse du pouvoir d'achat et qu'on fait que 0,3% alors que l'inflation, c'est peut-être plus. Sauf que dans un cas, c'est des services que vous apportez à la population. Dans l'autre cas, c'est des revenus. Et moi, j'aimerais qu'on ait toujours cette idée qu'il faut ne pas seulement regarder les revenus, mais regarder les services auxquels vous avez accès avec ces revenus. Et que quand vous faites du reste à charge zéro, quand vous avez une santé plus accessible, plus proche, quand vous avez des services à domicile, quand on vous aide à aider vos parents qui sont eux-mêmes en perte d'autonomie, eh bien au fond, quand vous faites l'équation, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, économistes et macroéconomistes et microéconomistes, on a besoin d'avoir une vision intégrée des choses. Si on regarde uniquement sur le plan fiscal, je pense qu'on perd une grande partie de ce qu'on essaie de faire. On a compris votre point. On écoute Éric Woerth et après on prend vos questions tout de suite. Un budget, c'est un acte politique, c'est un acte de politique économique et puis c'est un acte de politique également politicienne. Moi, je vais en réalité pas vraiment soutenir ce que disent mes collègues de gauche, enfin plutôt à ma gauche, Jean-Noël et Amélie. Je n'ose pas, nous sommes dans une opposition tous les deux, mais différente. Mais on a toujours été dans l'opposition, c'est pratique, on s'y retrouve plus facilement. Je veux dire, c'est assez illisible, non pas le budget de cette année, les deux budgets en réalité sont, me semble-t-il, assez illisibles pour les Français. Au fond, c'est ce qui compte, mais j'ai l'impression que c'est aussi illisible pour l'économie. D'abord, quand le président de la République présente le budget de 2019 avec la hauteur de vue d'un président de la République, il annonce moins 6 milliards d'euros de fiscalité sur les ménages. C'est pas un journaliste, c'est le président de la République. Donc il résume comme ça les choses, en tout cas son entourage. Bon, nous on conteste cela, on dit c'est pas vrai. Quand il veut se faire entendre dire que c'est plus 6 milliards de pouvoir d'achat, moins 6 milliards de baisse, égale plus 6 milliards de pouvoir d'achat, c'est au fond ce qu'il veut dire, puisque parle du pouvoir d'achat sans arrêt. La vérité, c'est que c'est pas à moins 6. Quand on réintègre des indexations quasi gel des pensions de retraite, etc., on aboutit évidemment pas du tout à moins 6. On aboutit à plus quelque chose en termes de prélèvements supplémentaires et donc en baisse de pouvoir d'achat. Et quand on fait le même calcul pour les entreprises,
c'est encore plus flagrant puisqu'il est présenté dans ce budget que les entreprises vont être prélevées de moins, donc vont payer moins d'impôts à hauteur de 18 ou 19 milliards d'euros. La vérité, c'est que c'est le simple effet du double CICE, mais c'est un effet très conjoncturel. C'est un effet qui est d'ailleurs pas dans les comptes des entreprises, mais il est vrai et dans leur trésorerie. Et puis si on ajoute tel ou tel point, on s'aperçoit que les entreprises, elles vont plutôt être plus ponctionnées qu'elles ne l'étaient. Et donc je pense que c'est assez illisible, tous ces plus et tous ces moins, notamment puisque le débat politique est très axé sur le pouvoir d'achat immédiat des Français. C'est très illisible, il y a des plus, il y a des moins, il y a une CSG qui augmente, il y a des charges sociales qui baissent, il y a etc. Il y a une fiscalité sur l'essence qui augmente de façon tout à fait considérable. On a eu un débat tout à l'heure en commission des finances là-dessus. Des plus et des moins dans lesquels les gens ont bien du mal à s'y retrouver. Quand on fait les comptes, au fond, chacun dit ce qu'il a bien envie de dire. Alors est-ce que ça sert à quelque chose ? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça sert à rien, ça sert à créer de la confusion et qu'on a surtout besoin de clarté. Et je crois que le budget n'est pas assez axé sur une idée assez simple qui est la compétitivité. Donc là, on rééquilibre sur la gauche avec Éric Coquerel. Mais qui est à ma droite, oui, c'est très confondant tout ça. Et nous avons le budget ne met pas assez l'accent sur la compétitivité. Je pense, et je le redis, mes collègues diront sûrement le contraire, mais qu'on n'a pas fait grand-chose sur la compétitivité depuis maintenant plus d'1 an et demi. La transformation du crédit d'impôt compétitivité qui avait été votée sous Hollande, en baisse de charge, au passage, on prend une partie, c'est pas sur le même taux, en même temps ça crée un effet d'impôt sur les sociétés, etc., etc. Il y a peu de choses sur la compétitivité, alors que les grands mécanismes économiques, en tout cas la macroéconomie, montrent que de toute façon on est dans un pays qui n'est pas très compétitif, parce que ça se voit sur le plan du commerce extérieur, et puis ça se voit aussi sur les indicateurs de finances publiques. On reviendra en détail sur ces points. Donc faire des transferts, non. Le pouvoir d'achat par des grands transferts entre catégories de population, je crois que c'est pas une bonne idée du tout, et ça donne un vrai sentiment d'injustice, et ce qui compte, moi je suis un peu montagnard, donc ce qui compte c'est quand même la température ressentie, hein. C'est pas uniquement la température qui fait exactement en laboratoire. C'est un concept scientifique pas évident à définir. Hein. Oui, mais on en meurt. Scientifiquement peut-être, mais on en meurt. On en meurt. Quand il y a du vent froid, on en meurt, même s'il fait finalement moins froid qu'on ne le croit. Et puis il y a rien. Avec les impôts. Et puis il y a rien. Ouais. C'est pareil pour les impôts. On se rend pas compte, mais on en meurt quand même. Et puis sur la dépense, c'est la même chose. C'est un budget qui n'insiste pas sur la clé. Enfin, je pense que sur la mère de toutes les batailles, qui est la réduction de la dépense publique. C'est compliqué, c'est pas si simple, c'est pas uniquement des propos de tribune. Il faut baisser la dépense publique réellement en changeant les politiques sociales et en changeant le modèle de ressources humaines de l'État, c'est-à-dire bref, en faisant moins de fonctionnaires, plus de productivité dans la production des services publics et en travaillant un tout petit peu plus quand même sur ce que doivent faire l'État, les collectivités et les hôpitaux par rapport à ce que peuvent faire les autres ou ne pas faire du tout. Ce sujet n'est pas abordé, il y a des comités, des commissions, il y a des éléments de travail, comme dans tous les gouvernements qui ont monté cela, mais ça ne se traduit par aucune décision budgétaire. Merci à vous. On va poursuivre notre tour de table avec Éric Coquerel qui nous a rejoint, député France Insoumise bien sûr, et lui aussi membre de la Commission des Finances. Éric, si vous voulez nous livrer un peu votre diagnostic de façon synthétique sur le budget, puis juste après on Je vais prend être les aussi questions. synthétique que le président Wörth. C'est pas parce que je suis le plus à gauche, mais je vais être en radical désaccord. Ce que je crois, c'est que il faut revenir sur le budget de la fin de l'année dernière et les propos. On entend ? Oui, Vous on entendez ? on vous entend. Et les propos de Bruno vous Le écoute Maire. même. Bon. En gros, le budget de l'année dernière, il se traduit par 7 à 9 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches des actionnaires, par la flat tax, l'ISF, etc. Par un renchérissement de taxations divers sur une grande partie de la population, hausse de la CSG, des taxes carbone, etc. Et puis sur une baisse des dépenses publiques, au moins par rapport à l'inflation, l'augmentation de la population. Quand on interroge, je ne parle pas du cadeau du CICE qui continue en gros à 20 milliards d'euros et qui, selon les estimations les plus optimistes commandées par le ministère du Travail, ont peut-être apporté 100 000 emplois en quelques années, enfin préserver 100 000 emplois en quelques années. Alors on a eu des éléments dans ce pays, justement de la part ce qui coûte très cher. Bon, donc, des travaux qui ont été quand faits. on interroge Bruno Le Maire, il a au moins une qualité, Bruno Le Maire, je trouve, c'est qu'il assume sa politique. Alors il dit, c'est maintenant on fait la politique de l'offre, elle n'a jamais eu lieu en France, donc vous allez voir les résultats. Bon, moi je conteste, je pense que la politique de l'offre
qui consiste à penser que ce qui est trop cher, c'est le coût du travail et non pas le coût du capital, je pense qu'elle s'exerce depuis en réalité des années. Elle a été contrariée sous Sarkozy avec la crise des subprimes, où il a dû et pour cause, j'allais dire, pallier au déficit des banques en montant la dette, mais globalement, elle s'applique. Ça, c'est vrai que le gouvernement, ce gouvernement-là, le fait de manière plus radicale et il l'assume. Qu'est-ce que nous dit le maire ? Il nous dit, nous assumons de mettre de l'argent vers le capital, c'est les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Bon, c'est le théorème de Schmitt, 74, chancelier allemand, c'est la fameuse phrase. Et quand on lui demande, ok, d'accord, mais quel est le fléchage ? Quelles sont les contraintes sur les revenus, les cadeaux que vous faites au capital ? Il nous dit le bon sens. Texto, hein. Bon, voilà. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec cette logique. On pense que le capitalisme financiarisé, c'est pas une morale. Son bon sens n'est pas, j'allais dire, de servir l'intérêt général. Son bon sens, c'est de servir la rente, c'est-à-dire ses actionnaires et autres. Et que si vous lui donnez de l'argent sans fléchage, dans une situation de concurrence internationale, de dumping fiscal et autres, bah, il aura tendance à faire ce qui est fait depuis des années, c'est-à-dire d'aller plutôt du côté des profits non investis. Regardons maintenant les résultats. Je vais aller vite. Regardons les résultats. Ouais. Les résultats cette année, c'est que certes, il y a un retournement économique qu'on voit au premier semestre 2018, mais il est pire en France que dans les autres pays européens. Et on ne peut pas dire, le gouvernement cette fois-ci ne peut pas nous dire « Ah mais nous on est sur le temps long, ce n'est pas nos résultats économiques ». Bah si, parce que quand le pouvoir d'achat baisse, quand la consommation populaire baisse, quand le chômage commence à augmenter, quand la croissance est beaucoup plus faible qu'on l'imaginait, eh bien, il y a bien un rapport avec le fait qu'on choisit de mettre l'argent sur le capital. Ça n'a pas eu d'effet ça n'a eu aucun effet de ce qu'annonçait Bruno Le Maire, et de prendre au ménage. Cette année, nouveau budget. Ça empire. Et je terminerai là-dessus. Ça empire. On nous dit, on va mettre 6 milliards, cette fois-ci, sur les ménages. Les 6 milliards, c'est la taxe d'habitation qui a été décidée il y a un an, dont on se demande bien comment elle sera compensée au niveau des collectivités territoriales à qui on prend depuis des années. C'est le fait de transférer les cotisations sociales vers le salaire net. J'observe là-dessus que c'est quand même prendre dans une poche pour donner à l'autre, parce que les cotisations, c'est du salaire socialisé. Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il s'agit de redistribuer dans les revenus du travail, c'est un transfert à l'intérieur des revenus du travail, alors que les revenus du capital, c'est un gain brut, deuxièmement. Et puis, il y a les 100 000 retraités, parce que non, c'est plus 300 000, c'est 100 000, qui bénéficieront de ne pas la hausse de la CSG. En échange, baisse de l'IS, impôt sur les sociétés qui continue, cadeaux fiscaux qui continuent, baisse des dépenses publiques. Donc moi, ce que je crois, et je conclurai là-dessus, c'est que tous les éléments sont en place pour que, si effectivement il y a retournement de la conjoncture internationale, certains parlent d'une crise financière, nous soyons beaucoup plus fragiles au niveau de notre économie qu'en 2008 pour encaisser le choc. Merci. Je redonne la parole à Valérie Rabault parce que c'est la seule qui a été disciplinée sur le timing. Il y a un petit déficit. Et juste après, on prend vos questions. Non, moi, je voudrais rajouter 2 choses que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure. La première, n'en profitez pas, Valérie. Non, je vais faire vite. Promis. C'est que c'est une des rares fois, avec les budgets qui ont été proposés, où il y a autant de transferts. C'est-à-dire 22 milliards plus de CSG, moins de cotisations sociales, et que du coup, vos travaux, ils sont plus que jamais nécessaires. Parce que la dynamique qui peut être enclenchée derrière, elle n'est jamais connue, et en tout cas dans les articles que nous donne Bercy, c'est jamais précisé. Et c'est d'autant plus nécessaire que ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu autant de transferts. 10 milliards de taxes d'habitation, moins 10 milliards de taxes d'habitation, plus 22 milliards de CSG. Et ça, c'est extra. Encore une fois, dans une politique macroéconomique, il a fait bien longtemps que ça ne s'était pas vu. Donc, il y a des gros points d'interrogation qui demeurent. Deuxième volet, je voulais vous remercier pour ce que vous avez dit sur le CICE. Moi, je ne comprends pas non plus que le gouvernement se soit privé de 20 milliards cette année d'actions pour booster l'investissement et éviter que la croissance retombe. Donc nous, dans le contre-budget que nous proposons, nous maintenons le CICE. Et nous ne faisons pas les baisses de cotisation. C'est-à-dire que cette dynamique-là, qui aujourd'hui bénéficie d'un an de comptabilité dans Maastricht, puisque c'est le seul indicateur qui compte, je ne vous comprends pas. C'est un mystère absolu pour moi, pourquoi le gouvernement s'en est privé. Merci. Des questions, il doit y en avoir. Oui, Daniel. C'est pas une question, mais c'est vraiment sur cette histoire de... Pardon, d'abord, merci à tous d'être venus nous rejoindre. C'est un grand plaisir de pouvoir partager nos travaux avec vous. Mais juste sur ce point du CICE, on peut adhérer à l'idée que les baisses de charges sont une meilleure façon de rendre le CICE efficace. On peut accepter ce raisonnement et en parler dans un sens ou dans un autre. Mais la question demeure que posait Valérie, c'est pourquoi faire cette bascule de cette manière ? Pourquoi ne pas prendre le temps d'espacer les deux mesures
ce qui aurait été très facile à faire. Il aurait suffi d'éteindre le CICE au moment du vote de la loi de finances en 2017. Il aurait été éteint pour 2018, mais payé en 2018 au titre du crédit accumulé en 2017 et faire voter maintenant les baisses de charges qui auraient pris effet en 2019. Il n'y aurait eu aucune rupture pour les entreprises que celle qui va finalement se mettre en œuvre et on aurait économisé 20 milliards. Alors oui, c'est 20 milliards une seule fois, mais c'est une somme considérable. Je peux vous donner la liste de tout ce qu'on peut faire avec 20 milliards. C'est la moitié de la dette de l'UNEDIC, c'est l'équivalent, c'est 2 fois les dotations du MIT. Enfin, ce sont des sommes très importantes. Même si ça n'est qu'une fois, ce sont des sommes très importantes. Et j'ai envie de dire, soit le CICE était inutile parce que c'était mal fait, auquel cas il n'y avait aucun coût, soit en réalité il atteignait bien ses objectifs qui étaient de faire des baisses de charges. Mais à ce moment-là, le passage du CICE à la baisse de cotisation, ce serait fait sans difficulté aussi en espaçant dans le temps. Donc je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi il faut le payer 2 fois. C'est un peu comme si l'année blanche, on ne l'avait pas fait payer aux Français au motif qu'il faut payer les impôts sur l'année T-1 et qu'en miroir, on leur avait demandé de payer 2 fois cette année blanche, alors que bien entendu, il n'y a pas de différence pour eux. Ça aurait été le contraire. Je pense que ça aurait été populaire. Donc je ne comprends pas, pardon si j'ai dit le contraire de ce que je voulais dire, mais je ne comprends pas cette logique qui a amené à faire ce choix de payer 2 fois cette dépense. Alors, si vous pouvez nous éclairer, ce serait très important. Amélie de Montchalin. Alors, juste pour la blague, sachez que toutes vos évaluations sont extrêmement pertinentes, mais on vient de voter il y a 1 heure le budget en commission. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vous pour qu'on change aussi nous notre méthode de travail et que ces études sortent de l'immédiateté de notre travail sur les budgets et soient beaucoup plus suivies dans le temps. On a créé au sein de notre commission une procédure de printemps de l'évaluation pour qu'on ait des moments plus réguliers pour se poser ces questions. Il y a 2 choses. C'est si on pense que les comptes des entreprises veulent dire quelque chose, il n'y a pas 2 années de CICE. Dans les comptes des entreprises 2018, il y a eu l'attente que le coût du travail implicite, que les impôts implicites payés, allaient prendre en compte le crédit d'impôt. Quand il est introduit, le crédit d'impôt, il arrive avec quasiment 2 ans de retard. En 2013-2014, l'effet est extrêmement retardé. Donc dans les comptes des entreprises, dans les anticipations, une partie est déjà, bien sûr, dans les prix des contrats, dans la facturation. Vous ne pouvez pas dire aux entreprises, il y a une année où, en fait, vous retrouvez, de fait, dans vos comptes, un coût du travail qui augmente. Moi, j'étais très intéressée par le travail qui a été fait par l'IPP sur, justement, le CICE, qui montre que les effets de salience et tout le travail de Rachetti, c'est bien un travail qui est intéressant sur, justement, le coût du travail, sur comment on a des signaux clair pour les entrepreneurs qui doivent recruter sur le vrai coût du travail. Et le fait que vous décrivez le CICE comme finalement une mesure qui a été comprise comme une baisse d'impôt sur les sociétés, plus que comme une baisse du coût du travail, peut donner l'impression qu'on est effectivement sur un effet de trésorerie double, mais je pense qu'il était essentiel pour nous de faire cette bascule. Il y a une chose, moi, dans la bascule CICE... Ça n'est pas tant la bascule que contestait Daniel, que la timing. Que la superposition des 2 mesures... l'année prochaine. Le CICE, il a pour moi, et la raison pour laquelle on voulait aller rapidement vers des baisses de charges universelles, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même des choses extrêmement bizarres qui se passent dans l'économie et c'était important de remettre des choses à plat. Vous êtes une femme de ménage, vous ne coûtez pas le même prix à votre employeur si vous êtes embauché à l'hôpital, à domicile, dans une grande entreprise, dans une PME. Pourquoi ? Parce que le CICE n'ayant pas des effets universels, vous avez des contraintes à la mobilité des travailleurs extrêmement fortes, parce que le CITS qui a été mis en place ne couvre pas tout le monde, les services à la personne. Donc remettre un coût du travail uniforme, universel, lisible, qui repermet de la mobilité à 1 heure où on essaie d'être un peu tous schumpeteriens dans notre approche, et voilà, c'était important. Et je me dis juste une chose, il y a quand même des mécanismes de suramortissement sur le digital et la robotique qu'on met en œuvre maintenant. On les met maintenant parce qu'on aimerait qu'effectivement cette trésorerie que certaines PME vont avoir, puissent aller vers l'investissement. Jean-Noël Barrot et Éric Woerth. Oui, simplement pour rappeler que les députés que vous avez devant vous se sont beaucoup mobilisés pour essayer de faire monter depuis les 15 mois l'Assemblée, en tout cas nos travaux
en expertise en s'appuyant sur des travaux. Et effectivement, ça a été très utile de pouvoir lire dans la note préparée par l'IPP pour l'Assemblée nationale quels étaient les gagnants et les perdants en régime de croisière du nouveau régime. Notamment, dans les gagnants, les jeunes et les petites entreprises, le secteur non lucratif, et puis certains secteurs, puis il y a certains secteurs qui sont perdants. La question qui est posée, c'est pourquoi donner, en tout cas, la question que vous posez, c'est pourquoi donner cette année de liquidité ou de trésorerie en plus aux entreprises. Je ne vais pas répondre directement à cette question, mais la manière dont vous l'avez formulée laissait entendre que c'était comme si c'était un cadeau. Mais je pense que la question qui se pose et qui doit être posée, qui est en partie abordée dans la note, mais on aurait pu souhaiter que ça aille encore plus loin, c'est de savoir quels vont être les effets de ce surcroît de trésorerie chez les entreprises. Est-ce qu'elles vont embaucher plus ? Et ça, tout dépend de si oui ou non elles sont effectivement contraintes par leur trésorerie dans leur capacité d'embaucher. Les études qu'on a sur le sujet, les dernières études universitaires qu'on a sur le sujet, laissent penser qu'un certain nombre d'entreprises, jeunes, petites, quand elles subissent un choc de trésorerie, ont tendance à embaucher. Donc il y a les embauches. Il y a la question des délais de paiement. Vont-elles raccourcir leur délai de paiement ou payer plus à temps, et donc de cette manière-là faire redistribuer ce surcroît de liquidité dans l'économie. Donc je crois que sur ce sujet-là, ça serait intéressant, ça aurait été intéressant, ou ça sera intéressant dans un monde où on pourra s'appuyer encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui sur des travaux d'évaluation, de pouvoir mesurer quels vont être les effets sur l'emploi, sur les délais de paiement, etc., sur la survie des entreprises, d'une telle mesure de surcroît de trésorerie dans l'économie. Merci. Éric Woerth. Moi, je conteste pas l'idée qu'on fasse 2 années en une année. C'était pas si facile compte tenu de la comptabilité des entreprises. Donc, probablement, peut-être l'aurait-on fait également de la même manière. Je crois plus à la baisse de charge. Parce qu'elle est directe, parce qu'elle est immédiate, parce qu'elle pèse sur le travail. Et c'est bien ainsi. Mais je conteste l'idée qu'on la transforme en mesure structurelle. On considère qu'il y a une baisse de la fiscalité sur les entreprises simplement parce qu'il y a un double CICE. C'est pas une présentation très fair-play. C'est un booster. On verra si c'est un booster ou pas. Mais je ne crois pas que ça serve beaucoup la compétitivité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment rendre les entreprises françaises plus performantes, plus compétitives, plus robotisées, plus allantes sur les marchés étrangers. Et puis donc leur permettre de distribuer plus de pouvoir d'achat, de mieux rémunérer leurs actionnaires et accroître leur capital. Et de ce point de vue-là, Éric Woerth, est-ce que vous considérez que la suppression de l'ISF, c'est un bon outil ? Oui, mais juste je termine. Et je pense que le transfert du CICE en baisse de charge, il y a eu quand même quelques éléments techniques qui, eux, sont tout à fait pérennes. C'est-à-dire que l'effet sur l'impôt sur les sociétés, il est loin d'être négligeable. C'est plusieurs milliards d'euros que les entreprises vont payer plus en impôt sur les sociétés. Il fallait à ce moment-là neutraliser cet effet et baisser l'impôt sur les sociétés un peu plus vite que ce qui a été décidé. Lorsque le CICE, François Hollande, il a été calculé, hein, et on nous a présenté quelque chose de très détaillé. La contrepartie de ça, c'est quand même le fait que le champ de la mesure est beaucoup plus large que celui du CICE, parce que ça permet aux entreprises qui ne font pas de bénéfices et au secteur associatif de profiter de cette mesure. Oui, mais la compétitivité, c'est pas tellement le secteur associatif, c'est quand même d'abord les entreprises. Le secteur associatif, c'est une utilité sociale extrêmement puissante, mais c'est un autre sujet. Je pense que sur les entreprises, grosso modo, il y a quand même pas mal d'entreprises qui vont être perdantes dans cette affaire pour des raisons d'IS, pour d'autres raisons aussi, pour des raisons où le CICE était plus efficace sur certaines tranches de salaire que sur d'autres. Et puis, donc, il y a un effet IS, et puis il y a aussi un effet où on a transféré 6% de la masse salariale, alors que le CICE voté la dernière décision de François Hollande, c'était à 7%. Et qu'en échange de cela, d'ailleurs, on n'avait pas baissé la C3S. Donc il y avait bien un échange, il y avait un deal. Et il y avait un dernier deal dans le transfert du CICE, c'était de baisser les charges sociales, d'amener à zéro sur les charges sociales, donc de 3,9 points sur les bas salaires. Le gouvernement a décidé de transférer cette mesure, ou de retarder cette mesure au mois d'octobre. C'est assez bizarre. S'il y a urgence sur l'emploi, et je crois qu'il y a urgence sur l'emploi. Et quand on est dans une période de croissance, c'est là où on fait les réformes. C'est pas quand il y a des récessions. Donc, s'il y a urgence sur l'emploi, il y a urgence là où est le chômage. Et là où est le chômage, c'est un chômage de non qualifiés. Et la baisse du coût du travail est extraordinairement importante pour l'employabilité des personnes qui sont concernées. Donc, il ne faut pas remettre cela. Et je trouve que rien n'est fait de suffisamment puissant sur la compétitivité. Quand on a 1,7% de croissance, c'est le moment. Éric Coquerel,
Est-ce que vous contestez la nécessité d'aider les entreprises et sinon, de quelle façon faut-il les aider si vous récusez, comme vous nous l'avez dit, la façon qui a été choisie, et notamment ce CICE, le cumul du CICE et d'une baisse de charges? Je récuse de les aider de manière aveugle, voilà, et de mettre de l'argent sans soucier de à quoi elles servent, sur quels critères elles répondent, etc. Moi, je crois que, je vois mes voisins à gauche sont tous plus ou moins de manière différente en termes d'intensité, mais pour une politique de l'offre, et l'idée qu'il faut respecter les 3% la problématique, c'est de respecter forcément la règle d'or, les 3% de déficit. Moi, je me place sur une autre optique. Bon. Moi, je pense que la seule dette qui vaille à ne pas léguer à nos héritiers, c'est la dette écologique. Je pars de là. C'est ça, à mon avis, l'urgence absolue. Bien. Et à partir de là, ma réflexion par rapport au budget, elle part de là. Elle part, par exemple, de l'idée que pour que la France, je vais revenir à votre question, ne vous inquiétez pas, mais pour que la France respecte les accords de Paris, c'est-à-dire moins 3% de gaz à effet de serre et non pas plus 5 comme elle est aujourd'hui, il faut investir massivement dans la transition écologique, en termes d'isolation thermique, en termes d'énergie renouvelable, etc. Si on investit massivement, si l'État investit massivement, à un moment donné, non seulement c'est profitable d'un point de vue écologique, mais c'est vertueux d'un point de vue économique, parce que ça crée de l'emploi. Si vous mettez 3 milliards ou 7 milliards sur l'isolation thermique, chacun comprendra que ça fait travailler le bâtiment, par exemple. Donc en réalité, ça crée de l'emploi. Donc ma logique, elle est différente. Je pars de l'idée qu'on souffre plus d'une politique de la demande, qu'on souffre plus d'une politique de manque d'investissement qu'une politique de l'offre qui nous raconterait toujours que le problème de nos sociétés, c'est que le travail est trop cher. Si c'était vrai, comme en réalité le capital coûte à peu près par an 150 milliards de plus qu'il y a une trentaine d'années, les choses s'amélioreraient, ça irait mieux. Ça fait une trentaine d'années qu'on fait la politique dite de Schmitt, et pourtant ça ne s'améliore pas. Donc c'est qu'il y a un hiatus. On pourrait vous dire, l'année dernière, en 2017, croissance qui n'était pas éblouissante, 2,2%, et 370 000 emplois créés. Bon, le rendement en termes d'emploi de la croissance est beaucoup plus élevé qu'il y a 30 ans. Oui, et là on est à 1,6 à la fin. Pour l'instant, on pense qu'on va être à 1,6 cette année, après la politique qu'on vient de vivre. Donc, on peut imaginer quand même que les déterminants internationaux jouent leur rôle aussi. Indéniablement, j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est plutôt plus proche d'une crise financière que d'années de prospérité. Mais sauf que j'observe, puisqu'on nous parle sans arrêt de comparaison, c'est qu'aujourd'hui, ça va plus mal en France que dans les autres pays de l'Union européenne. J'ai quand même tendance à penser que ça a peut-être un rapport avec la politique menée. Voilà. Bon, moi, à la fin de l'année dernière, en commission des finances, la majorité nous expliquait que le rebond économique, quand même, il y était pour quelque chose. Alors, un an après, on ne peut pas nous dire que cette fois-ci, leur politique n'a pas d'effet. Je finis juste pour répondre à votre question brièvement, mais comme je suis une logique différente, c'est pas facile de répondre juste sur est-ce qu'il faut plus ou moins de CICE. Vous l'avez compris, nous demandons la suppression totale du CICE. D'abord parce que, encore une fois, ça n'a pas été efficace, et nous préférons du coup aider les entreprises qui, par exemple, ont affaire à une forte concurrence internationale, qui sont créateurs d'emplois, qui respectent, par exemple, de manière correcte leurs salariés par rapport au salaire d'égalité hommes-femmes, qui investissent sur des secteurs comme l'écologie ou l'économie de la mer que nous voulons développer. Voilà, on est pour flécher et pour surtout pas faire en sorte de penser que sans arrêt, si l'État investit, si l'État dépense, c'est un problème. Je rappelle, et j'arrête là, c'est qu'entre 2009 et 2015, la raison pour laquelle nous ne sommes pas rentrés en récession dans ce pays, alors que le marché privé était atone, c'est qu'il y a eu les dépenses publiques, parce que les dépenses c'est aussi des recettes, qui ont maintenu justement le fait que nous ne rentrions pas 2 trimestres de suite dans la caractérisation de la récession. Le marché privé n'allait pas du tout. Donc arrêtons de penser que les dépenses publiques, c'est juste de l'argent qu'on met par la fenêtre. Non, c'est aussi des recettes et ça fait marcher l'économie. Peut-être y a-t-il d'autres questions. Oui, Audrey Tonnelier, que je vois au fond de la salle, s'il vous plaît, si on peut lui porter un micro. Merci beaucoup. Audrey Tonnelier du Monde. J'ai une question qui s'adresse presque plus aux économistes présents dans la salle qu'aux députés, à laquelle je l'ai peut-être déjà posée.
un des grands arguments du gouvernement par rapport à la baisse de la fiscalité du capital, c'est de dire, effectivement, à terme, il va y avoir un investissement des entreprises, il va y avoir un cercle vertueux pour l'économie et pour l'emploi. Enfin, vous me direz si je me trompe dans ma formulation. La question, c'est est-ce qu'on a des études internationales de comparaison historique sur les effets que peuvent avoir une flat tax, une suppression de l'ISF sur l'économie d'un pays et donc, à terme, l'investissement et l'emploi. Merci. C'est la question qui est au cœur du pari économique du gouvernement, bien sûr. Amélie, vous voulez dire quelque chose? Ce qui n'empêchera pas que, si l'un de nos économistes éminents veut donner des éléments... Juste la flat tax, c'est ce qui existait juste avant François Hollande. Il y avait bien un impôt forfaitaire sur le capital, c'était à peu près 30% quand on faisait le total du fiscal et du social, quoi. Donc c'est une mesure qu'on connaît. Avant de laisser les économistes répondre, je voulais juste dire quand même que nous, députés de la majorité, ne croyant pas totalement au bon sens tombé du ciel, on a quand même travaillé depuis 1 an extrêmement activement sur la mobilisation des intermédiaires financiers, puisqu'on sait qu'on a beaucoup d'épargne en France, que la réforme fiscale permettait justement de réaligner l'investissement et les besoins des entreprises pour financer en fonds propres nos PME, nos ETI, nos startups. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est les fonds propres qui permettent l'innovation, c'est les fonds propres qui permettent de prendre des projets de croissance à moyen long terme. Et dans la loi Pacte, Jean-Noël Barrot a été rapporteur de la partie financement. Il peut vous détailler. On a énormément travaillé pour que l'épargne des Français, maintenant libérée puisque en partie plus payée en impôts, puisse aller le plus possible dans les fonds propres de nos entreprises. Hier, France Invest, qui est l'association des investisseurs non cotés français, publiait les chiffres de ce qui s'est passé en 2017 et 2018 sur le premier semestre. Donc les 6 derniers mois qui sont passés, donc janvier, juillet 2018, vous avez 6,6 milliards dans les fonds propres des PME, start-up et ETI. C'est exactement le même chiffre à quelques centaines de millions, mais bon, globalement, c'est le même chiffre que les 6 premiers mois de 2017. Ce qui veut dire que, alors que l'État ne met plus l'ISF PME, qui était une mesure de fléchage que beaucoup défendue, notamment par Valérie Rabault, cette mesure n'existe plus et vous retrouvez les mêmes financements. Ça veut déjà donc dire que la réforme fiscale, elle est assumée, l'économie arrive à se financer sans qu'on ait mis donc 500 millions d'euros. On pourrait vous dire, les montants n'ont pas augmenté, alors que justement on fait une baisse d'impôt pour qu'ils augmentent. Les montants ont augmenté sur la partie PME et start-up de 65% sur un an. C'est une étude de 65% sur un an sur les levées de fonds de nouvelles entreprises. Donc ça, c'est des chiffres, c'est rare qu'on ait des plus 65% sur un an sur des financements en fonds propres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'économie française avant avait un financement extrêmement lié à la bancarisation et qu'aujourd'hui, on arrive à changer le modèle de financement. Ça ne veut pas dire que les entreprises ont cru de 65%, mais ça veut dire qu'on arrive aujourd'hui à avoir des nouveaux outils de financement. C'était un débat essentiel parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'économie se finance, mais elle ne finance pas ce qui permet de créer de la compétitivité et de l'innovation demain. Donc je pense qu'il faut laisser les économistes répondre, mais il y a quand même des choses qui se passent qui méritent qu'on y regarde de plus près, parce que je pense que c'est là la clé, c'est l'innovation et la compétitivité. Un mot, Jean-Noël Barrot, sur cette question. D'abord, on a fait adopter un amendement l'année dernière qui précise qu'il y aura une évaluation de ces deux mesures. Alors effectivement, c'est pas très évident pour un chercheur de mesurer les effets du PFU et de l'ISF parce que c'est une réforme qui arrive d'un coup. Il n'y a pas vraiment de groupe de contrôle, mais moi j'ai déjà des petites idées. Si la question c'est est-ce que l'épargne s'est orientée vers les entreprises, vous prenez les flux qui sont au niveau agrégé par type de produit et vous essayez de voir ceux qui étaient plutôt au-dessus du PFU, ceux qui étaient plutôt en dessous du PFU, et on peut déjà mesurer une élasticité des comportements de placement à l'instauration de ce PFU. Ça ne veut pas dire qu'ensuite on verra directement les effets sur l'activité, mais au moins on pourra mesurer si oui ou non l'épargne a réagi. Et sur l'ISF, alors là, ça sera un petit peu compliqué. Idéalement, il faudrait pouvoir mesurer la réponse des gens qui étaient juste au-dessus des seuils, juste en dessous des seuils qui les font rentrer ou sortir, pour voir si effectivement leur comportement change. Pour ça, il faudrait avoir une enquête patrimoine qui soit détaillée, qui soit suivie, dans laquelle on puisse mesurer ce type d'effet-là. Et là, je pense que ça vous appartient aussi à vous et à nous, enfin en tout cas collectivement, de pouvoir avoir un dispositif de collecte qui peut permettre de suivre finement les effets de ce type de réforme. Est-ce qu'on a un point sur justement des éléments tangibles qui permettraient de dire ça a marché ou ça n'a pas marché? Antoine, Daniel?
Assez brièvement, parce qu'on arrête dans 10 minutes, donc le temps nous presse peut-être malheureusement. Très brièvement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les différentes mesures, sur la fiscalité du capital, sur les effets possibles en termes d'incitatifs. Je pense qu'il faut distinguer vraiment deux choses qui seraient des effets qui sont vraiment le financement des entreprises, donc la fiscalité du capital qui touche en réalité directement le financement des entreprises, par exemple les impôts sur les bénéfices, la façon dont les contraintes de liquidité et donc les contraintes de financement jouent pour les entreprises. Là, on a tout un panel d'études qui montrent qu'il y a un type d'effet. Pour la partie ménage, c'est là où c'est plus compliqué, c'est-à-dire que les canaux de transmission sont beaucoup plus difficiles à voir. Alors ce qu'on sait, il y a un ensemble d'études pour voir dans quelle mesure, quand on a de la fiscalité hétérogène sur les différents modes finalement d'épargne, on a, ce qui était le cas finalement quand même en France, où on essayait d'avoir des modes, il y avait des taxations très hétérogènes en termes de fiscalité. Le fait d'essayer de les rendre plus neutre pour que les investissements les plus productifs puissent être valorisés, on peut penser que ça a un effet positif. Le point là, finalement le plus problématique, c'est la question de l'ISF. Parce que la question de l'ISF, en réalité, c'est très difficile de penser qu'il y aura des effets immédiats productifs, en grande partie parce que les détenteurs des patrimoines qui étaient en fait investis, au sens où ils étaient vraiment leur propre, on va dire, gestionnaires d'entreprise, étaient exonérés largement en fait de l'ISF. Donc on n'est pas sur ce type de patrimoine-là, on est sur des patrimoines plutôt dont on pourrait penser qu'ils étaient mobiles en termes de localisation. Et donc la question, pour répondre à la question finalement de savoir est-ce que ça a été en termes d'incitation une bonne mesure ou pas, il faudrait pouvoir mesurer les effets en termes de localisation des plus hauts patrimoines, est-ce qu'ils partaient à l'étranger ou au contraire auraient pu revenir en France et avoir du coup des effets ensuite sur le type d'investissement. Mais le point peut-être au final, pour être plus court, c'est que parmi toutes les choses qu'on sait, c'est quand même le point où en fait on a le moins d'évidence empirique et le moins de certitude. Et c'est pourquoi ? Parce qu'on a le moins de données et le moins d'informations finalement sur ce type d'effet. Si on retourne, juste quelques mots, je vous demande à nouveau, si on retourne la proposition, c'est-à-dire est-ce qu'on sait que ça ne marche pas quand on fait le contraire ? Autrement dit, est-ce qu'on sait que ça ne marche pas quand on taxe le capital tel que la France l'a fait jusqu'ici entre 81 et 2017 ? 2017, pardon. Je ne crois pas qu'on sache plus. Si on avait vraiment des effets très bien mesurés sur justement l'effet inverse, on pourrait en conclure quelque chose. On ne mesure pas le coût en termes d'emploi ou de croissance de l'ISF. C'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'on a essayé, par exemple, de regarder l'ISF. Est-ce qu'il y a des effets de délocalisation ? Est-ce qu'on les voit ? On n'arrive pas à les mesurer, mais on n'est pas sûr que parce qu'on ne les voit pas, qui quittent la France par an, ils ne sont pas là. Et donc, le point, pour moi, important, c'est qu'en réalité, il y a une forte incertitude, on va dire, de connaissances sur qu'est-ce qu'on peut dire de façon certaine sur les impacts de ce type d'impôt. Moi, ce que je sais, c'est qu'il fallait supprimer l'ISF. Pardon ? Tout ce que je sais, c'est qu'il fallait supprimer l'ISF et puis maintenant, il faudra supprimer l'IFI. Valérie, vous êtes aussi économiste. Comment est-ce que vous voyez cette question ? Il y a un point sur la fiscalité. Je vais prendre un autre. Il y a un point dont on parle jamais dans les débats publics, ce qui d'ailleurs m'horrifie, c'est que chaque année dans le budget de l'État, on met 1,8 milliard d'euros en termes d'exonération sur l'assurance vie. Et c'est 1,8 milliard d'euros, puisque quand vous gardez, selon la durée de détention de votre assurance vie, vous payez beaucoup moins d'impôts. Cet avantage-là a été maintenu par l'actuel gouvernement. 1,8 milliard, c'est énorme. Les 1,8 milliard que vous investissiez dans des obligations d'État ou dans des titres de PME, vous bénéficiez du même avantage fiscal. Alors, vous allez me dire pourquoi vous ne l'avez pas fait bouger quand vous étiez en responsabilité. Je vais vous dire, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Et on était plusieurs à monter au créneau. Mais intellectuellement, se dire que vous investissez dans une obligation d'État qui est complètement sûre ou un titre de PME qui l'est quand même moins, ça fait partie de la prise de risque dans l'économie, mais je trouve ça incroyable. Et là-dessus, j'imagine qu'il doit y avoir des idées, parce que là, c'est des évaluations, puisque le fléchage, comment on incite les Français à organiser ou à flécher leur épargne. Là, c'est un exemple très concret, et ils n'ont aucune incitation à aller plus sur des PME que sur des obligations d'État, sur des OAT, puisque de toute façon, l'avantage fiscal est le même, et coûte quand même chaque année la bagatelle de 1,8 milliard d'euros au budget de l'État. Le mot de la fin pour Éric Coquerel.
Dans le monde de la fin, je suis assez étonné qu'on s'interroge sur les effets de la politique menée, parce que Oxfam a sorti à la fin de l'année dernière des études sur l'inégalité dans le monde. Et on s'aperçoit que depuis 30 ans, elles explosent. L'an dernier, 82% des richesses ont été aux 1% les plus riches de la planète. Les 50% les plus pauvres ont profité de rien. Donc ça a quand même un rapport avec une politique démarrée dans les années 80, qui est moins de pression fiscale pour les plus riches, qui est moins de lois sociales pour protéger les salariés au nom de la concurrence internationale, qui est plus de libre-échange. Donc moi je crois qu'aujourd'hui on a un constat, c'est que tout ça non seulement ne profite pas à tout le monde, c'est-à-dire on pourrait supposer que les plus riches s'enrichissent, mais que finalement toute la société en bénéficie un peu. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Et donc je crois qu'il est temps justement de s'interroger non pas sur quelques déciles ou quelques chiffres plus ou moins donnés aux plus riches, mais sur cette logique de la politique. Voilà, c'est une politique qui nous emmène dans le mur. Conclusion sombre. Merci à vous. Non, parce qu'on compte bien la changer. Bon, alors, Il y a quand même moins de pauvreté quelques dans le mots monde. très brefs, Après, hein. tout ça est très très relatif. Il y a moins de pauvreté dans le monde. Enfin, j'imagine que c'est très mesuré. Enfin, en tout cas, je crois ce que je lis. Merci à vous. Je crois qu'on peut applaudir nos députés pour les remercier.